Bonjour, je m'appelle Carlos et j'ai une histoire incroyable à partager avec vous. Quelque chose qui a complètement changé ma vie et ma façon de voir le monde. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que j'ai toujours été un sceptique convaincu. Athée déclaré depuis l'adolescence, je me moquais de tout ce qui était lié à la religion ou à la spiritualité. Pour moi, tout n'était que superstition et histoires inventées pour consoler les gens face à l'inconnu. J'étais un homme de science, un ingénieur prospère qui croyait uniquement à ce qu'il pouvait voir, toucher et prouver. Ma vie reposait sur des faits et la logique. Tout était planifié, une carrière prometteuse, une famille parfaite et un avenir brillant devant moi. Je ne savais pas encore que tout allait changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un jour comme les autres. Je me rendais au travail en conduisant ma voiture sur la grande avenue animée de la ville. La circulation était dense, comme toujours, et je me sentais un peu stressé à l'idée d'une réunion importante prévue ce matin-là. C'est alors que tout s'est passé en quelques secondes. Un camion roulant à grande vitesse a brûlé un feu rouge et a percuté ma voiture de plein fouet. La dernière chose dont je me souviens est le bruit assourdissant de la collision et une douleur lancinante parcourant tout mon corps. Après cela, tout est devenu noir. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'ai encore du mal à comprendre et à expliquer. Mais une chose est certaine, cette expérience a complètement changé ma vision du monde et m'a fait remettre en question tout ce en quoi je croyais jusqu'alors. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans ma voiture détruite ni dans un hôpital. Je me trouvais dans un lieu qui défie toute description. C'était comme si je flottais dans un vaste espace de lumière et de couleurs que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'y avait ni haut ni bas, pas d'horizon, pas de limite. C'était une sensation de liberté et de paix absolue que je n'avais jamais connue de mon vivant. À cet instant, j'ai su. J'étais mort. Et contre toutes mes anciennes croyances, j'étais toujours conscient. La première chose que j'ai ressentie fut un mélange d'étonnement et de confusion. Comment cela était-il possible? Moi, qui me moquais toujours de l'idée d'une vie après la mort, étais-je en train d'expérimenter exactement cela? Alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans cet endroit incroyable. Une présence aimante et réconfortante m'enveloppait. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais voir de mes yeux, mais plutôt ressentir avec chaque fibre de mon être. C'était comme si l'univers lui-même m'embrassait, me transmettant une sensation d'appartenance et d'acceptation inconditionnelle. C'est alors que j'ai commencé à revivre des moments de ma vie, mais ce n'était pas comme regarder un film. J'y étais, vivant chaque scène à nouveau, ressentant chaque émotion avec une intensité dévastatrice. Le plus surprenant, c'est que je ne revivais pas seulement mes propres sentiments et pensées, mais j'expérimentais aussi l'impact de mes actions sur les autres. J'ai vu le sourire sur le visage de ma mère lorsque, encore enfant, je la surprenais avec un dessin pour la fête des mères. J'ai ressenti sa joie, mêlée à la fierté et à l'amour inconditionnel qu'elle éprouvait pour moi. J'ai compris combien de petits gestes de bonté pouvaient illuminer la journée de quelqu'un d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais j'ai aussi vu des moments dont je n'étais pas fier. J'ai revécu des disputes passionnées que j'avais eues avec des amis et des membres de ma famille, au sujet de la religion et de la spiritualité. Cette fois, cependant, j'ai pu ressentir la douleur et la frustration que mes paroles acides et mon scepticisme exacerbé leur causaient. J'ai compris que, dans ma quête obstinée de la vérité scientifique, je m'étais fermé à d'autres formes de connaissances et d'expérience. À chaque moment revécu, je gagnais une nouvelle perspective sur ma vie et sur l'univers dans son ensemble. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait bien plus dans l'existence que ce que je pouvais voir ou toucher. La réalité était infiniment plus complexe et merveilleuse que je ne l'avais jamais imaginé. Dans cet état de conscience élargie, j'ai reçu une série de révélations qui ont ébranlé les fondements de mon être. J'ai découvert que nous sommes tous connectés de manière qui dépasse la compréhension humaine. Chaque pensée, chaque action, chaque choix que nous faisons résonne à travers le cosmos, affectant non seulement notre propre vie, mais celle de tous ceux qui nous entourent. J'ai compris que l'amour, quelque chose que je considérais souvent comme une simple réaction chimique dans notre cerveau, était en réalité la force la plus puissante de l'univers. C'était l'amour qui unissait toutes choses, qui donnait un sens à l'existence et qui nous poussait à évoluer et à grandir. Au fur et à mesure que ces vérités se dévoilaient devant moi,
Je ressentais une profonde humilité et une immense gratitude. Toutes les certitudes que j'avais sur la vie et la mort avaient été complètement ébranlées. Je me suis rendu compte de tout le temps perdu à ne me concentrer que sur le tangible, ignorant ainsi toute la richesse du monde spirituel. C'est à ce moment d'épiphanie que j'ai ressenti un appel. Une voix douce mais ferme a résonné en moi. Ce n'est pas encore ton heure, Carlos. Tu as une mission à accomplir. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, j'ai senti que j'étais attiré de nouveau en arrière. La lumière intense a commencé à diminuer, les couleurs se sont dissipées et, soudain, tout est redevenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital, entouré de machines et de tubes. La douleur dans mon corps était intense, mais rien ne se comparait à la confusion dans mon esprit. J'étais revenu. Mais pourquoi? Et comment pouvais-je continuer à vivre après tout ce que j'avais vécu? Les médecins parlèrent de miracles. Ils disaient que j'avais été dans le coma pendant 3 semaines et que mes chances de survie étaient minces. Ils évoquaient de graves lésions, des chirurgies compliquées et une récupération longue et difficile. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour moi à cet instant. Tout ce à quoi je pensais, c'était l'expérience que j'avais vécue pendant que j'étais mort. Dans les semaines qui suivirent, tandis que mon corps se remettait lentement, mon esprit était en ébullition constante. Comment, moi, athée convaincu, pouvais-je expliquer ce qui s'était passé? Comment concilier ma formation scientifique avec l'expérience transcendantale que j'avais vécue? Et surtout, que devais-je faire de ce savoir? Je dois avouer qu'il y eut des moments d'angoisse profonde et de doute. Une partie de moi voulait tout rationaliser, trouver une explication logique à ce qui s'était passé. Peut-être n'était-ce qu'un rêve vif causé par un manque d'oxygène dans le cerveau, pensais-je, ou peut-être était-ce un effet secondaire des médicaments. Mais au fond de mon cœur, je savais que c'était bien plus que cela. L'expérience avait été trop réelle, trop profonde pour être écartée comme une simple hallucination. À mesure que je me remettais physiquement, je commençais à me renseigner sur les expériences de mort imminente, EMI. Je découvris que je n'étais pas seul. Des milliers de personnes à travers le monde rapportaient des expériences similaires à la mienne. Médecins, scientifiques, gens ordinaires, tous décrivèrent des rencontres avec une réalité au-delà de notre compréhension habituelle. Le plus fascinant était la cohérence des témoignages. Des personnes de culture, de religions et d'origines diverses décrivaient des éléments similaires. La sensation de quitter le corps, le tunnel de lumière, la rencontre avec des êtres spirituels, le bilan de vie. Comment pouvait-il y avoir autant de similitudes si tout n'était qu'une hallucination? Je me suis plongé dans des études scientifiques sur le sujet. J'ai découvert que des chercheurs réputés étudiaient les EMI avec un sérieux académique. Certains soutenaient que ces expériences étaient la preuve que la conscience pouvait exister indépendamment du cerveau. D'autres cherchaient des explications neurologiques au phénomène. Le débat était loin d'être tranché, mais une chose était sûre, il y avait bien plus à explorer dans ce domaine que je ne l'avais jamais imaginé. Pendant ce temps, ma récupération physique progressait, mais quelque chose en moi avait fondamentalement changé. Je ne pouvais plus voir le monde de la même manière. Les couleurs semblaient plus vibrantes, les sons plus riches. Chaque instant semblait chargé d'une signification profonde que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je commençais à prêter plus attention aux personnes qui m'entouraient. J'observais leurs visages, leurs expressions, essayant de capter les sentiments et les émotions que j'ignorais autrefois. Je réalisais combien de douleur, de joie et d'espoir chaque individu portait en lui. Et je compris à quel point j'avais été aveugle à tout cela pendant la majeure partie de ma vie. Ma famille et mes amis remarquèrent le changement. Certains étaient intrigués, d'autres inquiets. Moi, qui étais jadis connu pour ma posture sceptique, parfois même agressive face aux questions spirituelles, je parlais désormais d'amour, de compassion et d'interconnexion de toutes choses. Pour beaucoup, c'était comme si j'étais devenu une personne complètement différente. Et d'une certaine manière, je l'étais réellement. L'expérience de mort imminente n'avait pas seulement changé ma vision du monde, elle avait aussi transformé mon but dans la vie. Je savais que j'étais revenu pour une raison. Cette voix qui m'avait rappelé avait parlé d'une mission, mais quelle pouvait-elle être? En réfléchissant à cette question, j'éprouvais un puissant désir de partager mon histoire, non pas pour convaincre les autres d'une vérité absolue, après tout,
J'étais encore en quête de réponses, mais pour ouvrir un dialogue, pour montrer qu'il y a bien plus dans la vie et dans la mort que ce que notre philosophie peut imaginer, comme le dirait Shakespeare. Je décidai donc qu'il était temps de parler ouvertement de mon expérience. Je commençai à écrire un blog, partageant non seulement ce qui s'était passé lors de mon EMI, mais aussi l'impact que cela avait sur ma vie quotidienne. À ma grande surprise, le blog gagna rapidement des adeptes. Des personnes du monde entier commencèrent à m'écrire, partageant leurs propres histoires et cherchant des conseils. C'est alors que je réalisais, ma mission était d'être un pont entre le monde matériel que je connaissais si bien et le royaume spirituel que j'avais expérimenté. Un pont entre la science et la spiritualité, un pont pour ceux qui, comme moi, luttaient pour trouver un sens dans un univers qui semblait bien plus vaste et mystérieux que ce que nous avions jamais imaginé. Mais ce chemin ne serait pas facile. Je savais que j'allais affronter scepticisme, moquerie et même hostilité de la part de certains de mes anciens collègues du monde scientifique. Comment pouvais-je, en tant qu'ingénieur respecté, parler maintenant d'expériences hors du corps et de rencontres avec le divin? Comment pouvais-je maintenir ma crédibilité professionnelle tout en explorant ces questions controversées? Et il y avait aussi le défi personnel. Comment intégrer cette nouvelle compréhension de l'univers dans ma vie quotidienne? Comment vivre en accord avec les vérités que j'avais découvertes lors de mon EMI? Comment concilier les exigences du monde matériel avec l'appel spirituel que je ressentais si intensément? Ces questions me hantaient jour et nuit, mais en même temps, je ressentais une énergie et un sens du but que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Je savais que j'étais sur la bonne voie, même si ce chemin était inconnu et parfois effrayant. Au fur et à mesure que je poursuivais mon chemin de récupération et d'autodécouverte, je constatais des changements subtils mais profonds dans ma vie quotidienne. Mes relations devenaient plus profondes et significatives. J'apprenais à apprécier la nature et la beauté du monde qui m'entourait d'une nouvelle manière. Et peut-être le plus surprenant, je commençais à vivre des moments de connexion spirituelle, même au cœur des activités les plus banales. C'est lors d'une de ces réflexions que j'eus une idée audacieuse. Pourquoi ne pas utiliser ma formation d'ingénieur pour tenter de mieux comprendre les expériences de mort imminente? Peut-être pourrais-je créer un pont entre la science et la spiritualité d'une manière encore inexplorée. Je commençais à étudier les technologies capables de cartographier l'activité cérébrale lors d'états modifiés de conscience. J'examinais le neurofeedback, l'électroencéphalographie quantitative et d'autres techniques avancées d'imagerie cérébrale. Mon objectif n'était pas de discréditer les EMI, mais de trouver un moyen de les étudier de manière plus objective et systématique. Parallèlement, je continuais à partager mon histoire via mon blog et je me mis à donner des conférences en petits groupes. Au début, il ne s'agissait que de réunions informelles avec des amis et des personnes curieuses. Mais bientôt, l'intérêt grandit et je me retrouvais à parler devant des auditoires de plus en plus nombreux. Lors d'une de ces conférences, je rencontrai Elena, une psychologue qui avait dédié sa carrière à l'étude des états modifiés de conscience. Fascinée par mon approche alliant ingénierie et spiritualité, elle m'invita à collaborer sur un projet de recherche. Ensemble, nous élaborâmes un protocole pour étudier les personnes rapportant des expériences mystiques et de mort imminente. Nous utilisâmes des technologies de pointe pour surveiller l'activité cérébrale, tout en menant des entretiens approfondis pour capter les aspects subjectifs de ces expériences. Les résultats furent surprenants. Nous découvrîmes des schémas d'activité cérébrale uniques, associés aux états de conscience élargis. Mais le plus intriguant fut que ces schémas ne pouvaient être entièrement expliqués par les modèles neuroscientifiques existants. Il se passait quelque chose de plus, quelque chose qui défiait notre compréhension actuelle du cerveau et de la conscience. Notre travail attira l'attention de la communauté scientifique. Nous fûmes invités à présenter nos découvertes lors de conférences internationales et à publier des articles dans des revues prestigieuses. Soudain, je me retrouvais au cœur d'un débat scientifique fascinant et controversé. Certains collègues m'accusaient d'avoir abandonné la rigueur scientifique au profit de spéculations mystiques. D'autres louaient notre approche innovante et interdisciplinaire. Le débat fut intense, mais productif. Nous ouvrions de nouvelles voies dans la compréhension de la conscience humaine. Pendant ce temps, ma vie personnelle subissait également de profondes transformations.
Ma relation avec mon épouse, Anna, qui avait d'abord été ébranlée par mon changement radical de perspective, était désormais plus forte que jamais. Anna, toujours plus ouverte aux questions spirituelles, avait trouvé en moi un partenaire plus compréhensif et connecté émotionnellement. Nos enfants, Thiago et Mariana, furent eux aussi touchés par mon parcours. D'abord déconcertés par le changement de leur père, ils commencèrent peu à peu à s'intéresser aux questions que j'explorais. Nos discussions familiales devinrent plus profondes et significatives, abordant des thèmes comme le sens de la vie, la nature de la réalité et notre connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cependant, tout n'était pas facile. Il y eut des jours où je me sentais submergé par la responsabilité de porter ce message. Je me demandais si j'en faisais assez, si j'étais sur le bon chemin. Le doute, cette vieille compagne des temps de scepticisme, revenait parfois à me hanter. C'est lors d'un de ces moments de doute que j'eus une expérience qui réaffirma ma mission. Je méditais, une pratique que j'avais intégrée à ma routine depuis mon EMI, quand soudain je ressentis cette même présence aimante que lors de mon expérience de mort imminente. Le message qui m'arriva fut clair. Continue, tu es sur le bon chemin. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage. Cette expérience me remplit d'un renouveau de sens et d'énergie. Je compris alors que ma mission allait bien au-delà de partager mon histoire ou de mener des recherches scientifiques. Il s'agissait d'aider les gens à se reconnecter à leur propre essence spirituelle, indépendamment de leurs croyances ou origines. Il s'agissait de montrer que la science et la spiritualité ne s'opposent pas, mais se complètent dans la quête de la vérité. Avec ce nouvel éclairage, je décidai d'élargir mon impact. Je me mis à écrire un livre qui combinait mon histoire personnelle avec les découvertes scientifiques que nous avions faites. Le processus d'écriture fut thérapeutique et révélateur. Chaque chapitre me faisait revivre un aspect de mon parcours, apportant de nouvelles compréhensions. Le livre, intitulé Au-delà de l'horizon, le voyage d'un sceptique vers le royaume de la conscience, fut publié et, à ma grande surprise, devint un best-seller international. Soudain, je me retrouvais en tournée de conférences, apparaissant dans des émissions de télévision et recevant des invitations pour intervenir dans des universités du monde entier. C'était une plateforme que je n'aurais jamais imaginée, et avec elle vint une immense responsabilité. Je réalisais que mes mots avaient le pouvoir d'influencer les gens, de changer des vies. Cela me rendait encore plus prudent quant à ce que je partageais. Lors d'une de ces conférences, dans une grande université, quelque chose se produisit qui me marqua profondément. Après ma présentation, un jeune étudiant en physique s'approcha, les larmes aux yeux. Il me confia qu'il avait perdu la foi en la science et en la vie après le décès de son frère. Mon histoire, lui dit-il, lui avait redonné espoir. Elle lui avait montré qu'il était possible d'être à la fois rationnel et ouvert au mystère de l'univers. Cette rencontre me rappela pourquoi je faisais tout cela. Il ne s'agissait pas de célébrité ou de reconnaissance. Il s'agissait de toucher des vies, d'offrir une perspective capable d'apporter réconfort et inspiration à ceux qui luttaient contre les grandes questions de l'existence. À mesure que l'impact de notre travail grandissait, de nouveaux défis se présentaient. Des critiques virulentes attaquaient notre démarche, nous accusant de pseudoscience et de charlatanisme. Nous recevions même des menaces de la part de groupes extrémistes qui voyaient nos idées comme une menace pour leurs croyances établies. Il y eut des moments où j'envisageais d'abandonner, tant le poids de l'opposition semblait écrasant. Mais alors, je me souvenais de cette voix, de cette présence que j'avais rencontrée lors de mon EMI, et je retrouvais la force de continuer. L'un des défis les plus significatifs fut l'émergence d'imiteurs et d'opportunistes, cherchant à capitaliser sur l'intérêt grandissant pour les états altérés de conscience. Nous voyions apparaître des gourous, autoproclamés, promettant des expériences transcendantales instantanées, souvent par des méthodes dangereuses ou non éprouvées. Pour contrer cette tendance, nous intensifiâmes nos efforts d'éducation publique. Nous lançâmes une série de cours en ligne gratuits sur la science de la conscience, alliant rigueur académique et pratiques contemplatives accessibles. Notre objectif était d'autonomiser les gens en leur fournissant des outils pour explorer leur propre conscience de manière sûre et informée. Parallèlement, nous continuâmes à approfondir notre recherche scientifique. Nous collaborâmes avec des physiciens quantiques pour explorer les liens possibles
entre la conscience et la structure fondamentale de l'univers. Nous travaillâmes également avec des biologistes pour examiner comment les expériences d'états altérés de conscience pouvaient influencer les processus cellulaires et même l'expression génétique. Peut-être que l'impact le plus profond du projet Horizon fut la manière dont il transforma la perception que l'humanité avait de sa place dans le cosmos. À mesure que de plus en plus de personnes expérimentaient des états de conscience élargis, une transformation collective s'opérait, orientée vers une vision du monde plus holistique et interconnectée. L'ancienne idée de séparation et de compétition laissait place à une compréhension plus profonde de notre unité fondamentale. Ce changement de perspective eut des conséquences tangibles. Nous assistâmes à une montée de l'activisme environnemental et à une action climatique accrue, inspirée par une compréhension profonde de notre connexion à la planète. Les entreprises commencèrent à adopter des modèles économiques plus durables et éthiques, non par contrainte, mais parce que leurs dirigeants comprenaient véritablement la nécessité d'équilibrer profit et bien-être planétaire. Pourtant, tout n'était pas parfait. Chaque avancée soulevait de nouveaux défis éthiques et philosophiques. La capacité d'accéder à des états profonds de conscience soulevait des questions sur le libre arbitre et la nature de la réalité, qui défiaient nos cadres légaux et moraux actuels. De plus, à mesure que notre compréhension de la conscience s'élargissait, nous étions confrontés à des questions existentielles toujours plus profondes. Si la conscience est effectivement fondamentale pour l'univers, comme le suggéraient certaines de nos découvertes, quelles en seraient les implications pour notre compréhension de la vie, de la mort et du sens de l'existence? Ces questions n'étaient pas seulement théoriques. À mesure que de plus en plus de personnes expérimentaient des états de conscience élargis, beaucoup rapportaient une diminution de la peur de la mort et un changement profond dans leurs priorités de vie. Cela entraîna des transformations sociales significatives, beaucoup optant pour des modes de vie plus simples, centrés sur des expériences enrichissantes plutôt que sur l'accumulation matérielle. Au milieu de tous ces changements, je poursuivais mon propre chemin d'exploration et de découverte. Chaque expérience, chaque révélation me rappelait combien nous savions peu sur la nature de la réalité et sur nous-mêmes. L'humilité ressentie lors de ma première expérience de mort imminente ne cessait de croître avec le temps. C'est lors d'une de ces explorations profondes que j'ai eu une expérience qui changea tout à nouveau. En utilisant notre technologie la plus avancée combinée à des techniques méditatives ancestrales, je suis entré dans un état de conscience qui dépassait tout ce que nous avions jamais documenté. Dans cet état, j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme la dissolution complète du moi. Il n'y avait plus de Carlos, plus de séparation entre l'observateur et l'observé. C'était comme si je m'étais fusionné avec le tissu même du cosmos. Et dans cette union, j'ai reçu une compréhension qui défiait toutes nos théories antérieures. J'ai vu que la conscience n'était pas simplement une propriété fondamentale de l'univers, elle était l'univers. Toute la matière, toute l'énergie, tout l'espace et le temps étaient à l'expression de cette conscience primordiale. Lorsque je revins à un état de conscience ordinaire, j'étais profondément bouleversé. Comment pouvais-je communiquer cette expérience? Comment pourrions-nous même commencer à étudier scientifiquement quelque chose d'aussi vaste et fondamental? Je compris alors que nous étions à l'aube d'une nouvelle ère d'exploration et de découverte. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre la conscience humaine, mais de redéfinir complètement notre compréhension de la réalité et de notre place en son sein. En partageant cette expérience avec mon équipe et le monde, je vis dans les yeux des gens un mélange d'excitation et d'appréhension. Nous étions sur le point d'embarquer dans un voyage pour lequel il n'existait pas de carte. Une exploration qui promettait de défier tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes et sur l'univers. En repensant à ce jour fatidique de l'accident qui avait lancé mon parcours, j'avais du mal à croire jusqu'où nous étions arrivés. D'un sceptique convaincu, j'étais devenu un explorateur des frontières les plus extrêmes de la conscience. D'un homme qui se moquait jadis de la spiritualité, j'étais devenu quelqu'un qui voyait l'univers entier comme l'expression d'une conscience divine. Et pourtant, je ressentais que nous n'avions fait qu'effleurer la surface de ce qui était possible. Quelle merveille et quel défi nous attendait au-delà de l'horizon de la compréhension humaine. Quelle nouvelle compréhension transformerait encore notre vision du monde? Avec ces questions en tête, je me préparais pour la prochaine phase de notre voyage collectif.
Un voyage qui promettait non seulement d'élargir les limites de notre compréhension, mais peut-être même de redéfinir ce que signifie être humain et vivre dans ce vaste et mystérieux cosmos. Alors que je me préparais à partager ces nouvelles découvertes avec le monde, je ressentais un mélange d'excitation et de révérence. Je savais que ce que nous avions découvert avait le potentiel de tout changer. Mais je savais aussi qu'avec un grand savoir vient une grande responsabilité. Notre tâche n'était plus seulement de poursuivre nos explorations, mais de veiller à ce que ce savoir soit utilisé pour le bien suprême de l'humanité et de toute vie sur Terre. Nous devions trouver des moyens de traduire ces expériences transcendantales en actions concrètes qui pourraient aider à guérir notre planète meurtrie et à unir notre espèce fragmentée. Je regardais par la fenêtre de mon bureau, observant le coucher de soleil qui peignait le ciel de teintes orangées et roses. Je pensais à toutes les personnes dont la vie avait été touchée par notre travail, à tous les cœurs et esprits qui s'étaient ouverts à de nouvelles possibilités. Et alors, avec un sourire, je me tournais vers mon ordinateur et commençais à écrire. Il y avait une nouvelle histoire à raconter, une histoire qui pourrait bien être le prochain chapitre de la grande narration de l'évolution humaine. Alors que les mots s'écoulaient, je ressentis cette sensation familière d'expansion, de connexion avec quelque chose de plus grand que moi. Et je sus, avec une certitude venue du plus profond de mon être, que ce voyage était loin d'être terminé. En réalité, il ne faisait que commencer. Conclusion, mon parcours, qui avait commencé par un accident quasi fatal et une expérience de mort imminente, m'a conduit dans des lieux que je n'aurais jamais pu imaginer. D'un sceptique convaincu, je suis devenu un explorateur des frontières de la conscience. Et ma vie est devenue un témoignage du pouvoir transformateur de l'expérience directe et de la quête incessante de la vérité. À travers le projet Horizon et nos découvertes révolutionnaires, nous avons assisté aux prémices d'un changement de paradigme global, un changement qui redéfinit notre compréhension de nous-mêmes, de notre relation aux autres et de notre rapport même à l'univers. Mais peut-être la leçon la plus importante que j'ai apprise au cours de ce voyage incroyable est de rester toujours ouvert, toujours curieux, toujours prêt à remettre en question mes propres certitudes. Car, comme j'ai découvert, l'univers est infiniment plus vaste, plus complexe et plus merveilleux que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Et ainsi, alors que nous nous préparons pour le prochain chapitre de cette grande aventure, je vous invite tous à nous rejoindre. Ouvrez vos esprits et vos cœurs aux possibilités infinies qui résident en nous et au-delà de nous. Car, au final, ce n'est pas seulement mon histoire, ni même celle du projet Horizon. C'est l'histoire de nous tous, l'histoire d'une conscience humaine qui s'éveille à sa véritable nature et à son potentiel. Et cette histoire, j'en suis convaincu, ne fait que commencer.